Et puis, il va être aussi chargé de mission au Conseil général des Yvelines. Il va s'occuper de la prévention, etc. Il va essayer de remettre en cause un peu les pratiques qui sont peut-être un peu vieilles sur l'éducation spécialisée, sur l'éducation en général. Et puis un beau jour, on va le retrouver même, comme quoi de temps en temps, sa fibre politique l'amène à des fonctions qu'il n'avait pas prévues. On va le retrouver au cabinet de Christine Boutin, sur le logement. Voilà. Et puis il va arrêter tout ça à un moment donné, et il va repartir sur le scoutisme, sur le Val d'Occo à Argenteuil, sur tous ces foyers, tout ce qui le passionne chez les jeunes, et sans compter tous les bouquins qu'il aura écrits autour de sa carrière sur les jeunes, le malaise des jeunes, la prévention. C'est un chercheur. Et ce qu'il y a de bien avec Jean-Marie, c'est que toi, la Bible, tu l'as jamais entendu à une conférence, mais il a une faculté très particulière, c'est qu'il est tellement clair dans ce qu'il raconte que des fois, tu as l'impression d'être intelligent. Mais je l'ai entendu en conférence et j'ai eu le sentiment d'être intelligent ce jour-là. Voilà. Mais ce n'est qu'un sentiment. Est-ce que c'est un portrait qui ressemble à votre parcours? Bah oui, là, je crois que c'est un fidèle portrait. J'ai bien envie de vous dire, une petite question dérangeante d'entrée, c'est un parcours de quelqu'un qui doit naturellement atterrir en politique. Bah, c'est sûr que la politique est intéressante, parce que c'est faire avancer la cause de la justice pour moi. Et j'ai envie de dire, à quoi sert de se décarcasser pour essayer d'améliorer la vie des jeunes des quartiers si les lois qui sont promulguées continuent de les discriminer. Donc pour moi, travailler sur le terrain et puis travailler aussi auprès du politique, c'est un peu les deux mains d'une même action. Et j'aime souvent me définir en disant il s'agit toujours de penser en homme d'action et d'agir en homme de pensée, quoi. Et j'ai besoin un peu de ces allers-retours entre réfléchir un peu sur le sens de l'action et puis agir avec les jeunes. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que j'ai regardé un certain nombre de photos de vous. Vous êtes toujours en vert. Je me suis dit peut-être que c'est un homme qui pourrait être proche des Verts. Ça n'a aucun rapport entre votre tenue vestimentaire majoritairement verte et... Vous savez, oui, le vert, il y a certainement des racines enfantines, parce que j'avais un esprit un peu de contradiction avec mon frère, il était en bleu, alors moi je suis en vert. Mais je dirais que c'est plutôt du côté de l'espérance, moi, voilà. C'est-à-dire que je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est quand même, voilà, l'espérance. J'ai été marqué par cette étude du Monde, montrant que 900 000 jeunes dans notre pays, finalement, n'y croyaient plus, faisaient même plus de démarches pour chercher un emploi. Enfin, je dirais, c'est des jeunes, voilà, pour lesquels on va se satisfaire de cette vie qui tourne en rond, et c'est ça que je trouve le plus triste. Comment vous me l'expliquez ça? Comment vous me l'expliquez qu'on est quand même dans une des puissances mondiales, avec tous les avantages que ça a, et qu'on a une population, notamment la plus jeune, mais pas seulement aujourd'hui, qui est extrêmement défaitiste, qui pense que tout est compliqué, que tout est difficile à faire, qu'on peut pas rien faire, qu'on peut pas faire grand-chose dans ce pays? Je pense que c'est le fruit du discours souvent tenu par les adultes sur demain. Moi, j'aime dire que j'avais 9 ans en 62. Mes parents avaient connu les affres du débarquement en Normandie, la ruine de leur ville de Rouen. Et c'est terrible à 20 ans de voir en ruine tout ce qu'on a construit. On était en plein blocus de Cuba, menace de guerre nucléaire totale entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. On était en plein processus sanglant de décolonisation de l'Algérie, avec des attentats, non pas là-bas en Irak, en Afghanistan, mais des deux côtés de la Méditerranée. Et le gamin que j'étais, le soir en m'endormant, je feuilletais les dernières pages de mon encyclopédie et je rêvais de la voiture de l'an 2000, du robot de l'an 2000 et de la fusée de l'an 2000. Autrement dit, mes parents, qui avaient bien plus de réseaux objectifs que nous, de s'inquiéter de l'avenir à très court terme, étaient néanmoins capables d'enthousiasmer leurs gosses sur demain. Alors qu'aujourd'hui, le discours majoritaire des adultes, c'est hier c'était beau, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est la cata. C'est difficile quand on est ado de se projeter dans l'avenir, lorsque tous les médias, tous les adultes qui vous environnent ne cessent de dire hier c'était beau, aujourd'hui c'est difficile, demain c'est la cata, et d'essayer d'avoir des stratégies pour revenir au temps d'hier. Est-ce que nous avons une jeunesse qui n'a pas de rêve? Qui a vu ses rêves brisés, parce que je crois que... Alors qu'est-ce qui a brisé le rêve de cette jeunesse justement? Je dirais c'est la perte de confiance dans les adultes, je dirais c'est le manque de crédibilité des adultes. Ça, je trouve ça terrible, c'est-à-dire que ce soit dans le politique, mais ça a été aussi dans l'église avec de sinistres affaires, c'est que tous ceux qui ont un discours finalement et qui sont en avant dans les médias posent des actes qui sont en contradiction avec leur discours. Alors qu'y croire, quoi? Je crois que ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est de rencontrer des adultes crédibles. Quand on dit que les jeunes se désintéressent de la politique, c'est principalement qu'ils ne pensent plus que les politiques
politique ait une crédibilité. Hein, il n'ont pas quitte d'exemple aussi les positif. structures parce que voilà, et il se retrouve dans l'entre-jeune. Ce que je trouve un petit peu terrible, c'est que en espèce de culture de l'entre-jeune, avec une espèce de fossé qui s'est creusé avec les adultes qui jugent non crédibles à leurs yeux. Et qu'est-ce Et- que tu Oui, non, Vas-y, Françoise, Françoise, Et qu'est-ce allez-y. que tu dis alors de... Il y avait un temps, tu regrettais l'absence de courage, l'absence de vision, l'absence de perspective des politiques jeunesse et de prévention. Tu dis quoi en 2014? Moi, en 2014, je dis que l'erreur qu'on a faite, en termes de politique de la ville, parce qu'on y a beaucoup cru, tous les deux, l'erreur qu'on a faite, c'est le zonage, en fait. Parce que ce zonage a conduit à des politiques destinées à financer des actions menées dans les quartiers pour les gens des quartiers. Et que tout ceci n'a pas enrayé la spirale de ghettoisation. Ça, c'était un des grands combats que j'ai essayé de mener quand j'étais au ministère de la Ville. Malheureusement, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu. C'est-à-dire que, au lieu toujours de financer des choses dans les quartiers, alors c'est payant, on remet de l'argent dans les collèges ZEP, c'est la grande idée, on va aider les jeunes des quartiers à monter des entreprises dans le quartier. Mais non, il faut les faire sortir. Que aujourd'hui, moi je dis, il faut refonder nos politiques sur l'éducation à la mobilité, sur l'apprentissage de la mixité sociale. L'exemple de cet ado pour lequel j'avais ce coup de cœur, il s'en est sorti parce qu'il est osait sorti. sortir. Il serait resté dans le magma du quartier. Alors toutes nos politiques ont été conçues de manière à enfermer. Alors une espèce de culture de quartier qui devient de plus en plus décalée par rapport au reste de l'environnement sociétal. Le problème du chômage, par exemple. Je voudrais qu'on reste sur ces histoires de rêve Oui. des jeunes. Parce que vous le dites vous-même, un manque de crédibilité des adultes, des jeunes qui sont aussi dans un sorte de rêve virtuel alimenté par la télé, toutes ces émissions qui n'ont pas de consistance. Est-ce qu'on est aujourd'hui véritablement dans une position où on a une jeunesse totalement désœuvrée, qui n'a aucun repère et donc pas d'espoir? Oui, mais c'est Pierre qui le disait déjà, sans espoir, sans repère, sans limite. Sans limite, et puis on va C'est le continuer à discours. Ah ben je dis plus rien, moi. C'est plus rien, je me tais, Non, voilà. le discours que tu tenais de manière lucide, dire, c'était, je t'entendais tenir ce propos en 95, dans ton bouquin L'espoir n'est pas un luxe. Oui. Enfin, c'était Oui. un beau titre, enfin, je veux dire, en disant que il faut redonner l'espoir. Alors, moi, je crois en la C'est le premier jeunesse, rapport. enfin, je veux dire, parce que quand on les côtoie, je vois sur le bateau, je vois, on fait des escales sur des îles. En Normandie, il y a des îles un peu désertes et tout ça, les voir partir, explorer, enfin, je crois que là-dessus, mais la question, c'est comment, effectivement, les aider à mener des préjuralistes. C'est, moi, j'aime dire que ce qu'il faut réussir à l'adolescence, c'est négocier ses rêves avec les contraintes de la réalité. Et d'avoir des adultes qui vont permettre de négocier. Que celui qui rêvait des stars de foot, il aura peut-être un boulot un peu utilitaire dans un magasin d'équipements sportifs, et puis il pourra entraîner de manière bénévole le petit club du quartier, et qui sait s'il va avoir une jeune pousse. Enfin voilà, c'est cette jonction-là qui est pas faite. On a d'un côté les rêves, et puis de l'autre côté une réalité qui paraît terne, et c'est comment les aider à garder un peu cette part de rêve, mais comment pas fuir dans le rêve avec tous ces produits toxiques qui les emmènent trop loin, mais comment négocier. Moi je dis que le rôle principal de l'éducateur, c'est ça, c'est d'apprendre aux jeunes à négocier ses rêves avec les contraintes de la réalité. Or là, ils sont un peu laissés en déshérence, enfin je veux dire. Et c'est peut-être ce qui explique aussi qu'on a aujourd'hui un très fort taux de consommation de cannabis dans le pays, qu'on a aussi, aujourd'hui aussi un niveau record de suicide chez les jeunes, et c'est une réalité en Europe, en France particulièrement. Et puis troisième aspect, c'est aussi, et on l'a touché dans les différents échanges qu'on vient d'avoir, c'est le média aujourd'hui qui aussi donne une information totalement irréelle de la réalité. Oui, je veux dire, le média, c'est un train en retard, c'est une nouvelle. 99 trains à l'heure, c'est pas une nouvelle. Enfin, ça fonctionne comme ça. Le journal de 20 heures, c'est un catalogue de tout ce qui a dysfonctionné dans la société et dans le monde pendant les dernières 24 heures. Et combien il serait important qu'à côté de ces faits, il s'agit pas de vouloir encenser la réalité, mais qu'il puisse y avoir des adultes qui puissent être témoins de ce qui marche. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui marchent. Comme vous disiez, notre petit pays reste la 5e puissance économique du monde. C'est quand même assez fabuleux. On a des atouts dans notre pays, cette jeunesse a des atouts. Mais c'est comment, effectivement, avoir un discours adulte qui leur permet de prendre confiance en leurs talents, de prendre confiance. Pour moi, c'est la plus grande mission d'éducateur, c'est d'essayer d'être un révélateur de talent, quoi. Ouais. On va dériver un peu. Tu as vu qu'il y a des mouvements au niveau notamment des adultes qui se dessinent depuis quelque temps. On a vu il y a plusieurs mois la manif pour tous, la manif pour tous. Là,
la semaine dernière, à nouveau, un mouvement de rue Très important. plutôt pacifique, mais assez important, où manifestement, il y avait des tas de gens qui n'avaient pas obligatoirement les mêmes objectifs qui se sont réunis pour contester. Comment tu interprètes moi, je crois que... Et d'ailleurs, quelle est votre position avant cela? Quelle est votre position sur le mariage pour tous? Sur le mariage pour tous, moi personnellement, je pense que ce qui est terrible, c'est de passer d'une égalité des droits pour lequel il faut nous battre. Je veux dire, les droits des femmes sont pas encore à la hauteur des droits des hommes dans ce pays. Les droits des homosexuels sont pas à la hauteur des droits des hétérosexuels. Et donc ce combat d'égalité des droits, mais pas en faire une espèce d'identité de nature. Parce qu'on dit les gens n'ont pas de repère, mais si on efface le repère homme-femme, sur quoi on va baser effectivement toute la société Casse pas la table parce que ça s'entend au micro. toute cette voilà, donc la manif pour tous, moi je crois effectivement que ces gens qui disent mais attention, un père, une mère, un enfant, parce que reconnaissons quand même que si tout le monde est homosexuel, c'est la mort de la société. Appuie à gauche. Tout le monde. Bon. Donc, on peut pas comparer. Enfin, je veux dire. Et alors, moi, j'étais de ceux qui pensaient de choisir un autre nom pour l'union de deux homosexuels avec les mêmes droits que le mariage, mais pas de générer une confusion faire évoluer le dans la Pax, tête de par nos exemple. enfants. Faire évoluer le Pax sur les pensions de Ouais, retraite, c'est ça. un truc comme ça. En fait, Voilà. l'opposition que vous avez sur le mariage pour tous, c'est surtout sur la dénomination. Oui, non, c'est sur la confusion. Sur la confusion. C'est-à-dire que, il me semble qu'au niveau de nos jeunes, on peut pas dire que l'union de deux homosexuels, c'est exactement pareil que l'union de deux hétérosexuels. C'est pas la même chose. Alors, n'utilisons pas le même langage. Simplement en termes de clarté. Maintenant, défendons-nous pour les droits, enfin je veux dire, parce que effectivement, alors pour vous dire un petit peu ce que je ressens moi aujourd'hui, c'est un décalage de plus en plus fort entre une pensée unique qui est quand même manipulée par une intelligentsia médiatique parisienne et puis une espèce de pensée de base qui commence effectivement à avoir un peu un fossé entre les deux, quoi. C'est entre le discours unique qu'on va tenir à la télé, parce qu'effectivement on est obligé, tous les politiques, quand interrogés par les journalistes, etc., d'avoir un certain type de discours, et puis des gens à la base qui disent mais non, il y a quelque chose qui va pas bien dans cette grande confusion. Oui. Parce que si on la pousse, ben voilà, garçon, fille, tu choisis, enfin, pousser ça, c'est le gamin qui va choisir, si tu es un garçon, si tu es une fille, etc. Il y a une espèce de bon sens, quand même, des gens qui disent, non, il y a quelque chose qui va pas bien, là, il y a un peu de Donc c'est dérive. cette confusion qui alimente pour toi les rumeurs sur le genre, par exemple. Tout à fait. Est-ce que tu ne crois pas Tout que à fait, ça parce va que au-delà les gens sont pas clairs, enfin, je veux dire. et que ça fait aussi monter les antagonistes? C'est-à-dire qu'au lieu, finalement, d'aller dans le sens de faire reconnaître les homosexuels avec des droits, etc., bon, ils vivent leur vie, on a fait peut-être monter un peu plus, l'homophobie. Oui, tout à fait, On a l'impression qu'il y a une certaine violence qui s'installe dans la société à force de vouloir à tout prix modifier un certain nombre de repères. Au lieu de pacifier, on est plutôt en train de faire monter la violence. C'est ça qui est quand même un peu surprenant. Je pense pas que ceux qui font ces lois ont la volonté d'exciter la société. Et pourtant, finalement, Justement, c'est ce qui se passe. est-ce que c'est pas en lien direct avec le politique? Parce qu'on a le sentiment que tous les projets Dans aujourd'hui quel sens tu dis ça? Je veux dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que dans tous les projets portés par les hommes politiques, notamment l'affaire Dieudonné en est parfaite illustration, avec une montée de l'antisémitisme, le mariage pour tous avec une montée de l'homophobie, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de sujets comme ça sensibles, que dès que le politique s'en empare, ça devient une affaire qui grossit, et qui devient contre-productif. Oui, mais et puis ce clivage, enfin moi je pense que j'ai le droit de dire et j'ai le droit de penser. Après, je n'oblige personne à penser comme moi. J'ai le droit de dire que l'union de deux homosexuels, c'est pas pareil que l'union d'un homosexuel et d'un hétérosexuel, sans aussitôt devoir passer pour un homophobe, parce que j'ai d'excellents amis qui sont homosexuels. Enfin, une espèce de clivage et de ce discours un peu médiatique de vouloir faire passer tous les gens qu'on défile dans la rue. Un discours, vous êtes avec nous ou contre nous, mais il n'y a pas de juste milieu. Oui, il y a un débat qui est piégé parce qu'on est dans un discours clivant. Voilà. Et là, pour moi, c'est quand même une grande déception de notre président, parce que je rappelle quand même qu'il avait reproché au président précédent de cliver la population française, et que j'ai l'impression que sur ces sujets de société, il a des attitudes, enfin, où il a laissé faire des choses qui fait que l'on va dans un clivage, alors qu'il me semble que si on situe bien la question d'égalité des droits, mais dire que les droits du petit garçon
et les droits de la petite fille sont les mêmes, ça veut pas forcément se traduire qu'il faut que les jouets de l'un soient exactement les mêmes que les jouets de l'autre. Il peut y avoir un gamin qui préfère tel type de jouet, un autre qui préfère tel type de jouet. L'important, c'est qu'ils aient les mêmes droits, qu'ils aient le droit de jouer, qu'ils aient le droit de penser leur imaginaire comme ils ont envie de le penser, et de se dire que l'imaginaire d'un petit garçon et l'imaginaire d'une petite fille, pour moi, je pense pas que ce soit exactement la même chose. Alors, ces adultes qui vont dire, il faut absolument que ton imaginaire, toi petit garçon, soit le même que ton imaginaire, toi petite fille. Je trouve que c'est d'une violence inouïe. Mais est-ce qu'on fait pas disparaître la place de la famille? La famille, vous savez, ce que je trouve étonnant aujourd'hui, c'est que jamais la famille n'a été aussi fragilisée et jamais elle n'a été si fortement ancrée dans la tête de nos ados. C'est-à-dire que Sur les 50 dernières années. Quand je discute avec les ados, ce dont ils rêvent tous, c'est de fonder une famille. Et quand ils parlent de famille, c'est pas je vais avoir un enfant avec l'âge, je vais la laisser tomber. Ils sont toujours dans le grand amour, la grande famille. Enfin, quand on discute avec les ados de 15-16, le discours sur les nouvelles familles, sur les nouveaux modes familiaux, c'est un discours de sociologue adulte. Le discours des adolescents de 14, 15, 16 ans, c'est un discours très classique sur la famille. Eux, ils ont souffert de toutes ces ruptures. Enfin, moi, je vois